On se retrouve pour un épisode de Amber Lake un peu spécial, car nous ne sommes toujours pas avec Lisa ni Jérémia. Et on va aller sur un peu ce qui est arrivé à Ethanaro. Ça reste un petit peu en lien avec Lisa, vu qu'Ethan est son copain. Mais Ethan est dans une situation bien particulière. D'ailleurs, il a un peu changé. Il a le visage marqué de coups. Des vêtements usés. Et surtout, il est actuellement le poignet enchaîné. Et au bout de cette chaîne, il y a une jeune fille, plus jeune que lui, de 14 ans. Et elle aussi, seul point commun qu'ils ont, c'est qu'ils sont tous les deux amérindiens, natifs. Et Dakota, car tel est le prénom de cette jeune fille de 14 ans au tempérament fougueux et impulsif, se retrouve du coup enchaînée par le poignet avec ce jeune amérindien qui a l'air fatigué, las, qui porte lui aussi des traces de combat. Et vous êtes donc dans ce que tu commences à connaître depuis quelques temps maintenant, malgré toi, cette arène faite de grillages et de fils barbelés électrifiés. Avec ce brouhaha de cris, d'excitation, d'hommes et de femmes blancs, crasseux, puants, qui aiment arborer des drapeaux des États-Unis, mais aussi des drapeaux confédérés. Des putains de rednecks. Putain de redneck. Et tués dans leur arène. Ils sont là pour voir du sang couler. Et tu sais que ce n'est pas des petits combats clandestins classique, car bien souvent tu dois faire à des créatures assez spéciales, écrit ton jeune âge. Et justement, ils ont décidé que tu fasses équipe avec ce jeune amérindien. Et votre adversaire du jour s'avance dans la cage, guidé par des aiguillons électriques. D'ailleurs, en parlant d'électrique, tu ressens toujours à ta cheville le bracelet électrique que l'on vous a attaché. Pour vous canaliser, dirons-nous. Pour éviter que vous vous rebelliez. Et la créature qui est face à vous, car c'est une créature, a l'air d'être un... Tu pourrais penser à être peut-être un adolescent, un peu plus vieux que toi, s'il n'avait pas le corps recouvert de fourrure, des griffes et des crocs de loup. Ethan, lui, reconnaît qu'il est face à Dexter Lewis, son ami de lycée, son ami de classe, qui est sous sa forme de loup-garou. Vous entendez les rednecks s'exciter, alors que la créature vous fait face, rugit, et que Dakota, du coup, tu te retrouves lié à Ethanaro. Que fais-tu? Alors, la chaîne qui nous lie, elle est longue, elle est courte, elle est comment? Déjà, parce que j'ai une idée de la portée que j'ai. 2-3 mètres, de quoi vous faire quand même, vous permettre de bouger. Donc rentrer dedans. Ok. Bah déjà, je suis un peu genre sur la défensive, je jauge un petit peu notre adversaire. J'évalue sa dangerosité, on va dire. Il a l'air d'être conscient de ses actes ou vraiment à la merci de sa forme loup-garou. Moi un petit jet d'intelligence. Je te fais ça. En tout cas, tout autour de toi, le brouhaha se fait, les rednecks sont complètement alcoolisés, hurlent comme des fous. T'as l'impression qu'il n'est pas très conscient de lui-même. Sûrement à cause des différents coups d'aiguillon électrique que les rednecks lui plantent dans les côtes pour l'énerver encore plus. Ouais, j'ai connu ça, je suis passé par là moi aussi. Et tu vois que à côté de toi, le jeune homme Ethan a l'air hésitant quand il voit la créature. Il essaye d'ailleurs, il est là. Dexter, reprends-toi, c'est moi. Je veux pas qu'on fasse ça.
Ça sert à rien de lui parler. T'es débile ou quoi? Il faut te battre. Soit c'est toi, soit c'est lui. Et crois-moi, je compte pas crever, moi. C'est mon ami. Y a pas d'amis ici. C'est tuer ou être tué. Alors que vous prenez le temps de discuter, le loup-garou bandit sur vous. Fais-moi un petit jeu de l'esquiver. J'allais te dire, j'essaye de l'esquiver. Avec un désavantage parce que tu es enchaîné et que pour l'instant, Ethan et toi ne pas sur la même longueur d'onde. Oui, mais est-ce que mon avantage de sauvage jaune et ma capacité instinctive à s'adapter à des environnements difficiles, etc., peut compter ou pas? Je te l'accorde. Ah, du coup, ça annule mon désavantage. Je vais faire ça avec souplesse. J'essaye de m'esquiver, donc ça me semble plus logique. Ah bah c'est un échec. Ça commence. Décris-nous un peu cette complication. Peut-être que c'est. En fait, le truc, c'est du loup-garou ou Ethan qui te gêne? C'est Ethan qui me gêne totalement. C'est-à-dire qu'en gros, j'essaye de faire une roulade sur le côté. Sauf que j'ai pas réfléchi. D'habitude, je me bats seul. Donc j'ai cette habitude et cet instinct-là. Sauf que là, effectivement, je me retrouve entravé en faisant ma roulade par la menotte qui me maintient avec la chaîne à Ethan. Et du coup, ma roulade est trop courte pour parvenir à esquiver le loup-garou qui fonce à pleine vitesse sur nous. Et je vais me le prendre en fait de plein fouet, je pense. Alors qu'il va m'arriver dessus. Voilà. Et je me prends un point de dégâts physiques, ça ne m'étonne pas. C'est un boulet de canon Lupin qui m'arrive dessus. Et... Mais en fait, ça m'énerve. La réaction, enfin l'absence de réaction en fait de mon équipier, son côté amorphe, m'énerve profondément. Et en fait, je vais profiter de la présence, de la proximité de ce Dexter, que moi je connais pas, pour lui sauter sur le dos et essayer, tu sais, d'utiliser la chaîne pour l'étrangler. D'accord. Et que Ethan au bout de la chaîne. Avec Ethan au bout de la chaîne, exactement, il te fait contrepoids. S'il sert qu'à ça, il va faire contrepoids, quoi. Et je t'autorise à refaire mon jet, s'il te plaît. Est-ce que je peux utiliser ma fureur, enfin le faire avec mon don fureur déchaînée ou pas? Bien sûr, si tu veux te lâcher, lâche-toi. Je me lâche. Ah bah là j'y vais totalement à l'instant. Fou furieux, s'excite dès le premier sang versé. Ah bah j'y vais avec force et passion. Et heureusement que j'y vais avec force et passion. Alors, tu déchaînes ta fureur dans la direction que tu souhaites. Tu obtiens l'avantage sur ton prochain jet d'approche concernant une action d'attaque ou de prouesse physique durant cette scène. De plus, tu infliges un point de dégâts physiques en plus. Donc du coup, déjà, je vais infliger un point de dégâts physiques à Dexter, parce que je l'étrangle. Donc je l'empêche de respirer. Et alors, mon but, c'est pas forcément de le tuer, mais au moins de le mettre KO. Tu vois, donc en gros, je serre le plus fort possible avec mes mains la chaîne autour de son cou. Limite, j'appuie mon genou ou mon pied dans son dos pour faire pression le plus possible. Et j'essaye vraiment en fait de l'étrangler pour qu'il bouge plus. Tu vois qu'en même temps, quand tu fais tout cela, le loup-garou hurle et tout. Tente de hurler car la chaîne commence à lui serrer la gorge. T'entends aussi, il y a des petits gémissements de douleur car du coup, dans ta rage, tu tires sur la chaîne tellement fort que tu vois qu'au bout de la chaîne, t'as Ethan qui a le bras complètement tiré par la chaîne qui souffre en fait. Ça... Et bouge, connard! Je lui crie ça, hein. Bien. Voyant qu'il est embêté par la chaîne, il va tenter quelque chose. Gario. Moi j'ai dit, il va tenter d'y aller avec un lâche en prison. J'ai cru que c'était un échec. Eh bien, tu vois que d'un coup, tes yeux, alors qu'il y avait un jeune homme à moitié borgne, le visage griffé, des cheveux sales, les vêtements complètement usés. Ouais. Tu vois des habits tombés au sol. Et le jeune homme disparaît pour laisser place à un renard. Est-ce que du coup, il perd la chaîne? Oui, justement.
Parce que une papate de renard. Ah oui, c'est plus petit qu'une papate d'humain. Qu'un poignet d'humain. Et du coup, pour ça. Il vient de faire son don de porteur de peau de Skinwalker. La transformation réussit, mais avec un coup, il lui se voit attribuer la faiblesse instinct animal tout le temps de sa transformation. Dexter essaye d'agir. Il essaie de se libérer en fait avec ses griffes, il tire sur la chaîne. Vu qu'on est dans du PVTT, moi je fais pas du PVTT, c'est toi qui vas le faire. Tu vas me le faire avec force et passion pour voir si tu arrives à garder ta force sur la chaîne par rapport à sa propre force. Ouais. Alors. C'est un succès mitigé. Et bien du coup, vu qu'on est dans une sorte de confrontation, en cas d'échec, tu sais, c'est toi qui prends un point de dégâts physiques. Donc la réussi, c'était lui qui prenait. Et là, quand c'est un succès partiel, c'est toi et lui. Les deux. Ok. Donc je me mets un point de dégâts physiques, lui aussi. Attends, mais j'avais pas l'avantage à mon prochain dé puisque j'avais fait le truc. Ah oui. Bah, attends, je relance avec avantage alors. Hop. Et t'avais fait ta fureur. On sait jamais. Ouais, bah du coup c'est un succès, donc c'est que lui qui prend le dégât. Bah décrire-nous la scène, alors qu'il tente, tu vois qu'il hurle en fait, battant des griffes pour essayer de retirer la chaîne contre sa gorge. Et ben en fait, je vais comme je te disais appuyer. Je me redresse littéralement, quasiment debout sur ses épaules. C'est une position vraiment bizarre parce que tu sais les loups-garous sont un peu courbés. Et du coup, bah, en fait, je suis quasiment debout, presque à 45 degrés par rapport à son corps, et je serre encore plus fort en hurlant de toute ma rage, comme ça. Heureusement que j'ai pas de voisins, enfin que les voisins sont en plein jour. Ça va, le micro a saturé, donc ça m'a épargné les ouais, donc ça va. Et en fait, au contraire, je resserre mon étreinte. Peut-être qu'on va même entendre un petit crack, celui de sa trachée qui s'écrase un peu avec le truc. Pas suffisamment pour le tuer, mais vraiment pour le mettre complètement KO, quoi. Encore un peu. Ouais, je me doute. Mais ça va venir après, je vais faire une petite pirouette. Quoi qu'attends, je sais pas si le bonus j'ai plus un dégât vu que t'avais fait un succès partiel. Ouais. C'est lui sur le coup. Ouais, c'est lui. Ok. De son côté, tu vois que le renard s'agite en fait, perturbé par tous les sons de redneck et tout. D'ailleurs, tu vois, il se rapproche à un moment donné, c'est du grillage, comme pour tenter de fuir un petit peu, mais il y a des rednecks qui s'est mis à balancer des canettes de bière dans sa direction, qui teintent contre le grillage pour lui faire peur. Et du coup, il se retourne vers toi et Dexter. Il sent l'odeur du sang et il va attaquer parce qu'il a la faiblesse instinct animal. Du coup, il va attaquer Dexter, bien entendu. Étant donné qu'il est son instinct animal, il est obligé. Avec force. Et il a l'avantage, non? Parce que je suis en train d'étrangler Dexter. Ça lui donne un avantage ou pas? Oui, ça peut lui donner un avantage. Wow, il réussit. Quand c'est pas pour tes PJ, tu réussis les jets, t'as vu? Ne veux rien entendre, s'il te plaît. Eh bien, décris-moi comment, en fait, parce que du coup, il va lui faire son troisième point de dégâts physiques, il va le mettre en limite. Ben, en fait, il est à terre, du renard. Et ben, en fait, il vient le mordre. Alors, c'est un renard, ça a pas beaucoup de force pour le coup. Mais il est venu le mordre au niveau de l'épaule. Tu sais, entre l'épaule et la gorge, en fait. Et la douleur de la morsure, je pense qu'il est allé tellement fort qu'il a même arraché un petit bout de la chair. Et en lui sautant dessus et en le mordant comme ça l'a attiré sur le sol. Et entre ça plus mon étranglement... du coup, ça l'a complètement assommé, quoi. Il est au sol en train de pisser le sang quand même, et avec beaucoup de mal à respirer. Et j'imagine qu'il y a les vivas et les hurrahs. Oui, tu vois que les rednecks, du moins une partie des rednecks hurlent de joie, tandis que les autres
réprimande. Ils sont déçus que ça a été aussi Déçus, rapide. mais surtout qu'ils ont misé sûrement sur le loup-garou. Donc Ah bah oui. c'est changé et tout, ça râle et tout, et science se fait. Alors que tu te retrouves au-dessus de ce loup-garou. Ouais. Car Alors je précise que je relâche mon étreinte quand je vois qu'il bouge plus, hein, quand même. justement, que fais-tu? Est-ce que tu veux faire plaisir à ta foule? Car tu sais qu'ils aiment bien souvent le sang pour du sang. Mhm. Est-ce que tu serres la chaîne? Ou est-ce que tu le laisses en vie? Hmm. Alors que devant toi, tu vois, le choix moral va être dur, t'as tellement épuisé par les coups qu'il a reçus que le loup-garou laisse place à un jeune homme moitié nu. Il est à peine plus vieux que toi. Je pense que je vais pas le tuer. Même si la foule, ça va... Enfin, je suis pas là pour le plaisir du show, de toute façon. Je sais que on est un peu plus, entre guillemets, récompensé quand la foule est satisfaite. On est peut-être un peu moins maltraité. Mais pour autant, je veux pas... En fait, c'est qu'un jeune, c'est qu'un gamin, comme moi. Et il a pas mérité de crever pour ses enflures, en fait, dans ma tête. Et tu vois que une partie de la foule est mécontente, de siffle et tout, d'autres sont plutôt rassurés. Après tout, c'est pas tout le temps qu'on peut mettre la main sur des jeunes loups-garous. Mm. Donc, tu te demandes même si, d'ailleurs, tu vois, pour un peu, tu sais, cette estrade qu'il y a là, tu vois, il y a un mec qui se tient au-dessus d'un escalier. Oui. Une petite estrade, une silhouette, des visages que tu connais, heureusement. Mamie Redneck. Maritsu, ce qui semble être le chef de bande de redneck. Et tu sais qu'elle tient à ce que ces spécimens restent assez bonne santé, même si certains, comme son fils, aiment les combats à mort. Tu sais que elle, pour vous, vous êtes des ressources. Divertissement. Donc elle doit avoir un regard approbateur quand elle voit que je le laisse en vie, non? Tout à fait. Et du coup, alors que le combat est achevé, tu vois que le jeune amérindien reprend sa forme humaine. Tout nu, devant la foule. Et du coup, il se précipite pour aider son... Tu vois qu'il a appelé Dexter à se relever. Alors qu'on ouvre la cage, la reine, pour venir vous chercher. Toujours sous la menace d'aiguillons électriques. Comment tu réagis quand les combats sont finis, quand on vient toujours te ramener comme ça, quand tu les vois débouler? Alors, les premiers temps, j'ai essayé de me rebeller. J'ai essayé de m'enfuir. Je me suis pris des coups d'aiguillon électriques, des décharges électriques du bracelet également. Au départ, j'en ai rien à faire. D'ailleurs, juste pour info, tu sais très bien que dans sa main, Maritsu a la télécommande. Oui, je sais. Je m'en doutais. D'ailleurs, je me suis rebellé tellement de fois que j'en porte toujours les marques sur mon corps. C'est-à-dire que autour du bracelet à ma cheville, ma peau est brûlée par l'électricité. Sur mon corps, j'ai également des traces de brûlures, des aiguillons électriques, ces espèces de tasers pour animaux à la base. Et ça m'a laissé vraiment de grosses marques. Même si les rednecks nous soignent parce que pour qu'on reste rentable pour eux, ce sont des marques qui sont jamais parties. Et c'est vrai qu'au début, je me rebellais, comme je te disais, ça a été peut-être 1 mois, 2 mois où je me suis rebellé. Puis j'ai fini par comprendre que ça servait à rien, que si je voulais rester en vie, il fallait que je fasse ce qu'il voulait que je fasse. C'est mon instinct de survie qui a pris le dessus, en fait. En effet, tu n'es pas la seule à être couverte de blessures. Alors quand vous
vous amène jusqu'à vos domiciles, si on peut dire, ces cages. Assez grandes pour que quand même tu puisses tenir debout, pas barbare. C'est pas si peu. Et tu vois Tellement que généreux. ton corps qui a subi tous ces coups n'est pas le seul, car bien Ethan aussi, outre son visage complètement déformé par cette grosse balafre, et il a perdu un œil quand même. Depuis qu'il est là. Porte beaucoup de traces de lacération aussi, même s'il est soigné par les rednecks. Il en va de même pour Dexter. D'ailleurs, il est inconscient alors qu'on le balance dans sa cage. Et elle respire difficilement. Tu vois que le morceau de peau qu'il a, que Ethan lui a arraché sur fond de renard, ben, il est toujours manquant. Il a une grosse plaie à la gorge. D'ailleurs, tu vois même des traces rouges, des maillons de chaîne sur sa peau, tellement tu as tiré fort. Il respire très lourdement alors qu'il tombe au sol, à moitié nu. Vêtements complètement déchirés, sales, usés, comme les tiens. Hein. Pas des Oui, bien sûr. De combat. Ethan, lui, est complètement nu. Et que bon, quand les Skinwalkers, t'en as déjà affronté. Le petit souci qu'ils ont. Ouais. Ethan récupère vite fait des vieilles couvertures qui traînent dans vos cages. Couvertures qui puent le sang caillé, l'urine. Et c'est votre, on va dire, seul bien que vous avez à disposition. Avec votre gamelle en acier. Ouais. Il y a 4 cages. Il y en a 3 de dessinées, mais il y en a 4. Il y a Ethan qui est dans celle du milieu. Ouais. Dexter qui est à côté. Toi, tu es à côté de Dexter. T'as une cage. Une cage. Et dans celle de l'autre côté de Ethan, tu l'as déjà vu, tu l'as déjà affronté, tu as même perdu un combat contre elle. Tu aurais jamais pensé faire un combat contre un chien. Mais c'est pas n'importe quel chien. Une femelle malinois. C'est la mère d'Ethan. Que Ethan a plusieurs fois appelé maman, alors que vous êtes des fois seul dans vos cages. Ouais. Donc il y a vous 4 dans ces cages. Mais il y a d'autres individus dans le mur en face. Imaginez la pièce un peu plus grande, pas avec ses étagères, avec des chaînes. Oui. Et attachés à ces chaînes des gens, hommes, femmes, tous dévêtus. Et tu sais qu'ils sont là pour servir de réserve de sang aux vampires. Ouais. Car vos maîtres ou vos geôliers ne sont pas que simplement des rednecks, ce sont aussi des vampires. Et vous êtes actuellement tous les 4, Naomi, Ethan, Dexter et toi, leur petite vedette du moment. Ça fait que un peu moins de 2 semaines que tes 3 nouveaux colocataires, dirons-nous, sont ici. Toi, cela fait plus longtemps. Parle-nous un peu de combien de temps, comment c'est passé, comment ça se fait que tu te retrouves ici. Là, c'est l'impro totale de la journée. J'ai pas eu une enfance facile. Abandonnée par ma mère à la naissance. Je suis passée de foyer en foyer. Parce que j'ai un sale caractère, on va dire. Plus que ça. J'ai toujours fait preuve de violence. J'ai déjà mordu plusieurs fois mes parents nourriciers. J'ai toujours été incapable en fait de retenir ma colère, ma violence, tout ce qui était en moi. Et du coup, je suis passée effectivement de foyer en foyer. J'ai même fait un séjour en maison de redressement après une agression d'une gamine qui était dans un foyer avec moi. À qui j'ai arraché une bonne partie du scalp. Donc ça n'a pas très bien fini. Et puis, un jour, je suis tombée dans un foyer qui a compris que ma rage était utile. Et ils ont commencé à me faire combattre. Alors, c'était pas les rednecks. J'étais un peu plus jeune. C'était pas les rednecks. J'avais une dizaine d'années pendant
2 ans à peu près, j'ai fait des combats contre des animaux, principalement à l'époque. C'était des loups, des chiens dressés pour le combat. Ils ont essayé de me faire combattre un ours un jour, mais au moment où j'allais rentrer dans l'arène, il y a ce gars qui est venu me sauver, un certain Dylan McGuffin. Et il m'a récupéré pendant un moment. Il m'a mis dans un nouveau foyer en espérant que ça allait être un bon foyer. Manque de bol, c'était des gens qui connaissaient les rednecks. Et ça fait 1 an, bientôt 1 an et demi, que je suis là, chez cette famille de vampires rednecks, à me battre pour eux. Comme je disais au début, j'ai essayé de me rebeller, de me barrer, mais ils sont pas humains. Et ce qu'ils me font affronter, généralement, c'est pas humain ou naturel non plus. La preuve, je me suis battu avec un skinwalker contre un loup-garou. Alors, imaginez. Magnifique. Donc la vie est pas rose. Non. La vie n'est pas rose. Et mais j'ai l'habitude. Néanmoins, tu profites un peu de calme. Dans cette quête. Oui. Ton lieu, on va dire, de ton space safe actuel. Les conditions dans lesquelles vous êtes. L'odeur de sang, d'urine, d'excréments est tellement présente que on est peut-être devenu habitué à force. Complètement. Alors que vous vous posez un petit peu, tu vois 3 personnes passer devant vos cages. La première, comme tu Harris. Oui. Dont le fauteuil roulant est poussé par son époux. Encore de redneck pour l'instant. Oui. Tu vois clairement que c'est la vieille qui dirige. Même si oui, c'est elle qui porte la culotte, hein. Clairement. Et ils sont suivis par visiblement celui qui a l'air d'être leur fils. Tu sais pas trop si c'est un fils ou pas en même temps. Ou est-ce qu'il parle des fois elle utilise le terme de infant. Ouais. Et lui, au lieu de l'appeler mamie, il l'appelle sire. Tous les beaux joueurs de vampires, la mascarade qu'on connaît trop, c'est mots. Absolument. Mais toi, absolument. C'est sûrement des rednecks, ça veut pas dire enfant, c'est des abrutis, donc ils disent. C'est ça. Quoi, c'est redneck. Des blaireaux. Tu vois que le vieux se contente de pousser la vieille qui vous observe tout en passant devant vos cages. Ouais. Elle fait juste un signe à son fils. On dirait Cal Urban. Oui. Un peu. Et avec la barbe et tout. En vraiment plus maigre quand même, hein. Ouais. Oh, c'est vrai, il a quand même les bras musclés. Urban, il est tanké quand même, hein. Il s'approche de la cage de Dexter. Ouais. Qui l'ouvre. Il rentre à l'intérieur, que Dexter est complètement affaibli au sol. Et tu sais que Dexter va avoir droit à une des choses les plus horribles comme ça. Un peu de sang de vampire. En effet. Tu vois que l'homme, le vampire, sort ses crocs, s'entaille volontairement le poignet pour faire couler un peu de son sang noirâtre. S'accroupit, s'approche de la bouche de Dexter, le force à boire son sang maudit. Et tu sais qu'elle ait fait ça sur vous. Comme une sorte de drogue. Puis qui se met d'un coup. L'afflux de puissance qui vont dans vos veines, mais quand même, ça pourrait sembler être cool comme de prendre de la drogue. Mais tu sais que ça vous lie de plus en plus à ces créatures, comme si vous pouviez vous sentir. Par le fait que vous buviez leur sang. Oui. Et le seul avantage que vous y trouvez, c'est réellement un avantage, c'est que ça referme vos blessures. Oui. En effet, tu vois la peau du cou de Dexter qui était à moitié arrachée, de cicatriser. Est-ce que c'est bien d'être tout ainsi soigné? Ça veut dire que vous allez retourner dans l'arène d'ici peu. Oui. Et il lui force vraiment
le geste, à boire son sang. Alors que Dexter essaye de recracher, mais il lui fout une taloche pour le faire obéir. Une fois cela fait, il se relève, sort de la cage. Je regarde Dexter pour voir comment il va du coup. Enfin, j'essaye, j'imagine qu'on voit, on se voit les uns les autres quand même dans les cages. Ah oui, c'est que des barreaux comme tu vois sur l'image principale. Alors que du coup, le vieux continue de pousser le fauteuil roulant de Marissou face à celle d'Ethan. Elle regarde, retire sa clope de son bec. Toi, c'est tant que t'es une nouvelle peau, gamin. Et sur ce, elle claque des doigts. T'entends des bruits de pas lourds. Tu sais de qui il s'agit. Tu le crains. Car il a une relation perverse plus que les autres rednecks avec toi. Et celui-là qu'on appelle Uncle. L'oncle. Il aime jouer avec toi. Mais c'est libre quoi. Comment un vampire redneck peut jouer avec une petite fille de 14 ans? Je préfère ne pas ne pas l'évoquer, mais je vois très bien ce qu'il peut faire avec. Et tu connais son pas lourd. Et il porte, en fait, il tient en laisse un animal. Il craint. Il refuse de se laisser amener, mais il tire d'un coup sec pour le forcer à bouger. Un puma. Oh. Il approche devant la cage de Ethan. Ouais. Et d'un coup sec, alors que l'animal essaye de se débattre, tu vois qu'il a bien morflé l'animal aussi. Il dit que face à un queue et sa force brute, typiquement on pourrait considérer que c'est des gangrels. En termes de mascarade, si on était un vampire. Imagine bien qu'ils ont une force plus brute qu'un animal. Et il lui tord le cou. Au puma. Ouvre la porte de la cage, jette avec une facilité déconcertante le poids de l'animal mort au pied de Ethan. Tandis que Papy Redneck envoie un couteau à Ethan en lui disant « Tu sais ce que tu as à faire. » Ouais. Tu vois qu'au début, Ethan refuse. Mais Uncle serre les poings, lui faisant comprendre qu'il n'a pas le choix. Et tu vois qu'avec un petit de dégoût, eh bien Ethan va faire ce qu'il doit faire en tant que skinwalker. Il prend le couteau qu'on lui a donné, éventre l'animal pour en dégager le cœur. Il fouille ses bras plongeant dans les entrailles, se recouvrant de sang, pour extirper le cœur du puma. Et il a un petit regard vers sa mère, comme s'il cherchait. Du coup, tu vois Ethan sortir le cœur du puma encore chaud, le sang dégoulinant de ses bras, et avec un rictus de dégoût, il le porte à sa bouche, commencer à mordre dedans. Qu'est-ce qui te traverse l'esprit quand tu vois cette scène macabre? Je suis écœuré par cette scène. Je comprends ce qu'ils font, hein. Ils lui donnent une forme plus agressive pour les futurs combats. Mais là, ça me débecte complètement en fait. Ça m'écœure et je crache par terre à travers la cage pour exprimer mon dégoût. En lâchant un... Ah, c'est dégueulasse. Et je peux pas faire grand-chose de toute façon, donc du coup, je... Tu vois que Ethan finit de manger. Quand même, tu vois, c'est une fascination morbide. Les qui résonnent sont les bruits de mastication de Ethan, de dévorer ce cœur. Puis tu sens clairement qu'il se retient de vomir en même temps que ce qu'il mange. Et je me doute. Et c'est qu'il n'a pas le choix s'il ne veut pas se prendre un coup de la part de vos geôliers. Et au bout de plusieurs longues minutes, il finit de manger ce cœur.
Uncle retire le corps du jaguar. Tu entends sûrement ricaner, comme quoi ça fera un très bon barbecue pour ça. Et peut-être même d'ailleurs, tu te dis que peut-être que même vous ce soir vous risquez d'avoir du ragoût de puma. Ouais. Ce sera toujours meilleur que la bouse qui nous servent d'habitude. Et du coup, il referme la porte. Et il s'éloigne. Tu entends le craquement des roues du fauteuil de Marissou qui s'éloigne. Alors que le silence retombe sur vos cages. Que Ethan se blottit dans un angle de sa cage, la mâchoire, les lèvres couvertes de sang. Ouais. En resserrant sa couverture miteuse autour de lui. Lester aussi commence à se relever un petit peu. Tu vois qu'il se masse la gorge. T'attends que les traces de coups qu'il a subis ont disparu. Ouais. Et toi? Je m'assois sur mes couvertures. Et vous avez aussi un vieux matelas usé. Ouais, bah je me mets sur le matelas et tout ça. Et avec un ton un peu nonchalant, je balance à Ethan. Ils auraient au moins pu te filer un cœur d'ours. Ça aurait pu être utile pour se barrer d'ici. Tu vois qui tourne vers toi. Il soupire. D'ailleurs, j'ai envie de te demander la question en tant que joueur. Qui a fait la balafre à Ethan? Qui lui a fait crever un œil? Ah, c'est moi. C'est ce que tu vas douter, forcément. C'est moi. Avec mes petits ongles tout mignons. Qui sont taillés... que les rednecks s'amusent à tailler en pointe, d'ailleurs. Et... ben en fait, je crois que c'était son premier combat dans l'arène. Ils l'ont mis contre moi, les malades. Et... ben... Au début, il voulait pas se battre. Et... Moi, j'étais là, je le fixais, je voyais la foule qui était là, qui me disait tue-le. Et après l'avoir invectivé plusieurs fois en lui disant mais bats-toi, fais quelque chose, agis, je lui ai sauté dessus. Je commençais à lui mettre des coups de poing, en fait. Il se laissait faire. Je crois que il avait pas beaucoup d'instinct de survie à l'époque. Enfin, en tout cas à l'époque. Comme si c'était loin, non, c'est pas si loin que ça. Pour toi, des fois, ça paraît tellement long, le temps. C'est ça. Les jours se ressemblent et se succèdent. Et à un moment donné, mes coups de poing ont fini par se transformer en coups de griffe. Et j'ai pas senti ma force, je me suis laissé, en fait, je me suis laissé emporter par mon impulsivité. Et à un moment donné, bah, ma main droite a rencontré son œil gauche. Et c'est ainsi que l'œil s'est fait crever. Malheureusement, tu sais que ce geste, bien qu'il t'ait pardonné d'un sens, il a compris, étant que c'est les règles du jeu. Mm-hmm. Il y a quelqu'un qui n'a pas forcément apprécié là. C'est peut-être pour ça que tu as à l'épaule une énorme cicatrice de morsure de chien. Que même le sang de vampire n'a pas pu cicatriser complètement. Car un de tes combats après a été avec Naomi. Et bien qu'elle soit depuis 2 ans dans le corps d'un chien, elle ressent le mal qu'on peut faire à son fils. Elle a l'instinct maternel toujours. D'ailleurs, t'as cru à ce moment donné que t'allais peut-être laisser ta vie. Attends 2 secondes, j'ai mon casque. Ouais. Donc tu as cru vraiment y laisser ta vie car jamais t'as été autant attaqué férocement par un animal ou par un chien. Oui. Vraiment plaqué au sol qui t'a secoué comme une poupée de chiffon. Il n'aurait pas utilisé son collier électrique pour la séparer de toi, les rednecks.
Elle t'a sûrement mis un Sharpie. Ah oui, j'en doute le pas. poids du malinois sur toi en train de s'écrouler dans ton épaule qui te plaquait au sol. Ouais. Et Toi suite aussi, à ça, tu sais que ton corps est- c'est Uncle qui m'a soigné d'ailleurs. Et je sais pas si ce qui s'est passé après, le sang n'a pas été pire que. Je pense que j'aurais préféré que Naomi m'achève, en fait, ce jour-là. Disons que tu as 14 ans, mais tu n'as plus l'innocence d'une vie. Oh non. Et vous êtes moment. là, on reprend un peu votre souffle. Alors que le soleil, à travers, vous êtes dans une sorte de grand hangar, tu sais, en tôle. Ouais. Avec tu sais, des fenêtres en hauteur, tu sais, des murs. Oui. Ils sont pour la plupart ont été repeintes, tu sais, de peinture goudronnée pour laisser filtrer le moins de rayons de soleil possible. Je vois. Alors que le soleil se lève. Bien que tu sais que visiblement, toutes les gens disent que les vampires craignent la lumière du soleil. Certains peuvent brûler au soleil et mourir comme ça instantanément. Ça paraît être réellement le cas. Car bien qu'ils préfèrent vivre de nuit, les rednecks, vampires, on a déjà vu plusieurs fois sortir le jour sans trop sourciller. Peut-être en plissant les yeux ou toujours en se protégeant avec des capuches ou des ombrelles. Et de l'écran solaire et des lunettes de soleil. Aussi comme, tu sais, je sais pas si tu l'as vu, The Preacher comme série. Oui. Avec Cassidy. Oui. Ouais, il est vois. noir, mais il se protège juste tout. Oui. D'ailleurs, c'est vrai. Cassidy a un bon look redneck aussi. Ah, il est magnifique, Cassidy, j'adore cet acteur. Et en tout cas, tu sais que la journée pour vous est le moment de repos que vous avez le plus dans la journée. Ouais. Gêner les combats. Vous combattez pas forcément tous les soirs, mais régulièrement. En tout cas, il faut un tour. Comment tu vis ces moments de solitude? Est-ce que tu as déjà commencé à essayer de communiquer avec tes co-détenus, on va dire? Oui et non. Disons que je suis la plus ancienne ici. Donc forcément, je leur ai un peu expliqué comment ça se passe. Et je leur ai dit qu'il valait mieux pas se rebeller trop. Parce que sinon, dans le meilleur des cas, on crève dans l'arène. Et dans le pire des cas, on crève comme un chien. Quand tu auras dit bute, ça, mais tu auras vu Naomi redresser une oreille et grogner en ta direction. j'en ai rien à foutre. Et en fait, alors la cage, elle est plus ou moins contre le mur. Et Ouais, et puis elle fait 3 mètres sur 3, quoi. Tu vois, elle est quand même oui, grande pour que vous pouviez tourner en rond toute la journée dedans. Et en fait, ce que je fais, c'est que chaque soir, avant de me coucher, je prends un petit truc qui peut traîner par terre ou même avec mes ongles parce qu'ils sont assez pointus et assez durs, en fait. Je connais pas ma véritable nature, je connais pas mes parents. Peut-être que je les connais, j'en sais rien, ça va dépendre de... Alors, tu sais, c'est pas juste pour faire joli si j'ai lui mis un collier dedans. C'est un trophée que t'aimes avoir. Hmm. De fauve et tout que t'as pu combattre dans l'arène, c'est vraiment des skinwalkers. Et du coup, je l'utilise chaque soir, j'utilise une de ses dents, la plus acérée, pour graver un petit bâton dans le mur pour compter les jours. Et il y en a beaucoup de ces bâtons. Tu sais, il y en a 1, 2, 3, 4, et puis le 5e qui barre, en fait. Et il y en a vraiment beaucoup de ces trucs-là. Et c'est mon petit rituel, en fait. C'est le seul rituel que j'ai, parce que le reste du temps, je suis dans la cage. Ce que je fais des fois, c'est que pour être plus forte, en fait, pour survivre, pour être la survivante de l'arène, je fais des pompes, je fais des abdos, je fais des tractions sur les barres en haut de la cage.
ce genre de choses. Et je passe mes journées à faire ça en fait. Et c'est vrai que même si tes nouveaux coéquipiers sont là que depuis un peu moins de 2 semaines, ben, il y a une certaine proximité qui est née entre vous. Car vous pouvez pas vous épargner. Du fait de l'âge. Oui, aussi, l'âge, c'est vrai qu'ils ont 2 ans de plus que toi. Et aussi, bon, faut dire que la proximité n'aide pas, car ben, même dans les petits aléas de la vie, d'ailleurs c'est le cas, là, vous n'avez pas trop d'autre choix que faire dans le saut et Dexter se lève. Baisse tes rêves sur caleçon pour couler une pêche. Magnifique. Vous êtes habitué à cette malheureusement avec cette proximité de nudité, d'excréments. Rien ne vous épargnez. Et vous connaissez plus que ce que peut-être vous voudriez. D'ailleurs, eux aussi ont été sûrement témoins silencieux des abus que tu as subis de la part de Uncle. Car peut-être que Uncle n'est pas que porté sur les fillettes, si tu vois. Alors, j'imagine que en fait, Uncle, il me prenait pour m'amener dans une autre pièce. Quand même. Ouais, genre sur un matelas dégueulasse dans un autre coin du hangar, tu vois. Et j'imagine même le gros dégueulasse en fait qui filme ça. Peut-être pour le mettre sur les débuts d'Internet. Sur les débuts d'Internet, exactement. Et en effet, oui, c'est vrai que oui, je les vois très bien faire ça comme activité supplémentaire. Par là. Bah, c'est lucratif. Hein. C'est dégueulasse, mais c'est lucratif. Donc je pense que même si c'est pas Uncle, je pense que les 2 autres vont y passer aussi, à un moment donné. Peut-être qu'ils y sont pas encore passés parce qu'ils jaugent un peu la marchandise, entre guillemets, mais que ça arrivera, quoi. La seule qui est plus ou moins safe, ben, vu qu'elle reste sous forme de chien, c'est Nomi. À moins qu'ils soient portés sur les animaux aussi, auquel cas, c'est encore plus dépravé, peut-être. Mais bon. Alors, remplissez vos fiches de consentement, cher ami, parce que là... Mais en effet, oui, la situation est assez horrible. Cruelle, c'est clairement le cas. C'était humaine, la bassesse humaine, est-ce qu'on peut dire humaine, étant donné que c'est des vampires? Et bien loin de... Ils sont des vampires, ils ont peut-être été humains avant. Bien loin des films que tu as pu voir de Lestat, le vampire, bien soigné sur lui, bien propre sur lui. Ah oui. C'est pas que les créatures tellement fantasmées par les êtres humains pouvaient être aussi crades que les plus bas des humains. C'est clair. Et alors que bon, Dexter finit son affaire, est obligé de... Malheureusement, vous savez très bien que vous n'avez pas de papier hygiénique, donc avec vos vieilles couvertures, d'où l'odeur d'urine et de crasse qui imprègne vos couvertures, dans lesquelles vous êtes obligé de vous enrouler pour dormir. Ouais. Tu vois qu'il soupire, il se pose quand les bras, les mains, il attrape les barreaux, il soupire. Un peu plus, Ethan. Faut qu'on sorte de là. Ethan quand il dit ça, se gêner. Quand il dit ça, moi, je lâche un petit rire un peu sardonique. Sortir de là? Vraiment? Tu crois que j'ai pas essayé? C'est pas possible. Ils nous tiennent. On peut pas sortir. On va finir notre putain de vie ici. Néanmoins, tu sais qu'il y a peut-être ça, mais au fond de toi, il y a peut-être une solution. J'ai toujours espoir. Ton espoir viendrait de cette silhouette qui vient d'approcher. T'entends les petits bruits de pas discrets de cette silhouette qui approche, encapuchonnée. Alors que le soleil filtre légèrement dans le hangar. Tu reconnais ces bruits de pas car tous les jours, il vient s'occuper de vous. Nettoyer vos cages. Avec néanmoins toujours en tenant à la télécommande, du moins il y a toujours en fait pas loin, tu sais, il y a toujours l'influence de Marissou qui doit avoir la télécommande. Oui. En fait, il est chargé de nettoyer vos cages, de rentrer à l'intérieur, de nettoyer vos excréments, vous apporter votre nourriture aussi, des habits de temps en temps pour certains, genre les skinwalkers qui perdent tout le temps leurs habits. Et cette silhouette
a une démarche un peu voûtée. Dans ses habits tout aussi élimés que les vôtres. Avec un sweat à capuche. Oui. Il est aussi à peu près du même âge que toi, tu dis. Ouais. Il a dû être du même âge que toi. Et il est un peu différent des autres rednecks que tu as pu voir. Ah oui, effectivement. C'est Rook. Un jeune vampire. Du moins, jeune. Tu aurais du mal à dire si il est vampire depuis longtemps, mais en tout cas, il a l'apparence d'un jeune de 16, de 14-16 ans, ouais, d'ado. Et tu as pu comprendre que s'il était différent des autres, au niveau de son apparence physique. Tu as déjà vu quelqu'un de vampire dans le coin avoir cette apparence, bien, on va dire, un peu plus monstrueuse. C'est bien souvent ceux qui sont au bas de l'échelle sociale. Vampires. Ok. Ceux qui n'ont pas accès à tout le temps du sang. Ceux qui sont nourris en dernier. Ouais, donc c'est comme s'ils étaient un peu genre décrépits, quoi, en fait. C'est ça, ouais. Le manque de sang, en fait, boire du sang leur permet d'avoir une apparence humaine bien plus oui. Fraîche. Et comprends. Du coup, comme tous les matins, Rook arrive avec sa serpillière, son seau, pour venir nettoyer vos cages. Est-ce qu'avec le temps, j'ai pu déjà genre développer une relation amicale avec lui, discuter, etc. Comment il se comporte avec nous? Est-ce qu'il est plus sympa que les autres rednecks? Est-ce qu'il est juste effacé, timide? Fais-moi un petit jet d'approche pour voir si tu as pu commencer à lier un lien avec lui. Alors, je réfléchis à quelle approche utiliser. Résilience et calme, même si c'est pas mon fort. Mais je pense que c'est peut-être selon le résultat, peut-être que sa présence en fait est apaisante. Ah merde, attends, j'ai pas l'avantage. Hop, je clique. Non, pas du tout. J'aime pas Dakota, j'ai moins de chance qu'avec les autres. Rire du sadique. Rire machiavélique. En effet, qu'est-ce qui a fait que ça bloque pour l'instant entre Rook et toi? Je suis trop sauvage. En fait, je le vois comme un redneck de plus. J'arrive pas à comprendre qu'il est différent. J'ai pigé qu'il est au bas de l'échelle. Ça oui. Mais pour moi, en fait, il vaut pas mieux que les autres et il sera peut-être juste plus facile à tuer. C'est tout. Donc je suis assez agressive, même avec lui, alors que des fois, il essaye d'être sympa, tu vois. Mais c'est un garçon, parce qu'on utilise le terme de garçon, d'ado, qui a l'air d'être très timide, très effacé en fait, très craintif. Oui. Mais il a l'air plus sympathique que les autres vampires. Du moins, il n'est pas dans la violence et tout, comme si c'est pas la plus fine idée psychologue, mais bon, comme s'il regrettait sa vie, comme un ado, tout simplement. Ouais. Sa propre famille, son mode de vie, qui est en pleine crise d'adolescence, clairement. Oui. Il ouvre ta cage. Il te fait comprendre d'un signe de la tête d'aller dans le coin de ta cage pour le laisser faire. J'obéis. Tu vois qu'il t'apporte. Il a un petit chariot, tu sais, il tire un petit chariot, il te dépose une petite gamelle avec une sorte de gruau d'avoine. Ouais. Le petit déjeuner. Le périmé et le lait caillé. Super. Il regarde si ton seau a merde est vide ou pas. Il s'occupe. Oh non, il est pas vide. Il en a fait une bonne pêche aussi, bien fraîche. Et il fait ça en fait de cage en cage. Ouais.
D'ailleurs, tu parlais des couvertures tout à l'heure. J'imagine qu'ils vont pas les changer tout le temps, mais je les imagine bien nous les changer tous les deux mois à peu près. Ils s'en sont pas une fois par semaine. Vous avez droit à une nouvelle couverture, toujours usée. Ouais. Une fois par semaine, c'est vachement sympa. Moi, j'aurais dit moins, mais bon. D'ailleurs, t'as pu remarquer que ces couvertures avaient déjà dû servir, en fait. Étaient des fois avec des taches de sang et tout, quand elles arrivaient. Ouais. D'ailleurs, t'as pu en voir sur certaines écrits, brodés, quelque chose, voir leur origine. Ouais. Prison de Blackwater. Prison de Blackwater. Ok, d'accord. Super. Donc en plus, ils sont en lien avec la prison. Magnifique. Où ils récupèrent les vieux stocks épuisés de la prison, qui sont déjà bien dégueulasses, pour les refiler. Peut-être. Je vais attendre que Rook parte. Et une fois qu'on est plus que nous les prisonniers dans la pièce. Tu vois que là, Rook, pas qu'il s'intéresse à vous, mais tu vois, de temps en temps, il va dire ça va, toi, ta gorge, ça fait pas trop mal. En direction de Dexter, ou tu y arrives, toi, avec un œil à moi, ça va. Il montre une certaine. En plus, il y a cette toit cassée, tu vois. Ouais. Au petit vampire. Il montre une forme d'empathie envers nous, quand même. Quoi. Il y a une certaine forme d'empathie. Clairement, tu vois qu'il peut-être pas lui dans une cage, mais c'est comme si intérieurement il était dans la même cage que vous. Ouais. Il s'occupe aussi. Attends, je finis d'écrire, je te laisserai. Oui, vas-y. Il s'occupe aussi des quelques humains qu'il y a attachés dans le mur en face, par les poignets et les chevilles. Oui, il faut les nourrir aussi. C'est sacs de sang. Ouais, tu peux voir avec des fois des lueurs d'envie qu'il a envie d'y planter des crocs. Et que d'ailleurs, peut-être un jour, il a essayé de nourrir. Alors tu voyais vraiment la faim se sur son visage. Mais un Uncle est passé par là, l'a battu, presque à mort. Car il a eu l'audace d'essayer de se nourrir. Dans l'accord des supérieurs. De leur sire. Tu as pu voir que même entre eux, les vampires étaient aussi cruels les uns envers les autres. Que Rook était vraiment clairement la tête à claque du lot. Est-ce que une question, est-ce que je sais si les vampires ils peuvent boire leur sang entre eux ou pas? Non, ça tu ne sais pas. Jamais vu faire. Ok. Diablerie. Ah, diablerie, c'est seulement si tu aspires son âme à la fin après avoir vidé son sang, c'est pas pareil. Et du coup, je vais attendre que Rook parte. C'est loin au bout d'un moment. Et une fois qu'il est hors de portée de ses oreilles vampiriques, je me tourne vers les autres et je leur dis si vous voulez vraiment vous barrer d'ici, je pense que le seul moyen, ça sera par Rook. Soit profiter d'un moment où il est là, il a ouvert la cage. Il est tellement faible que je pense que à nous tous, on peut en venir à bout. Soit en arrivant à l'amadouer, mais ça sera plus difficile parce qu'il a peur de sa famille de connards. Ouais, puis tu vois, Dexter réfléchit, se pose sur son matelas. Peut-être. Sûr que je pourrais le maîtriser facilement. Le problème, ça sera toujours ces bracelets et colliers électriques. Tant que la vieille carne, elle garde la télécommande, on pourra pas les enlever. J'ai déjà essayé et je vous remontre du coup ma cheville et voilà le résultat. Ethan, ça il dit. D'ailleurs, tu remarques que. Oui, j'ai oublié de le dire, c'est vrai que je n'y ai pas pensé, mais ils ont dû le remettre à Ethan, ça me bracelet. Mais oui. Ethan, d'ailleurs, dit je peux peut-être profiter de mes capacités pour enlever le bracelet. Bah oui, mais nous. Et bon, même si je me transforme là,
Je peux pas passer à travers les barreaux de ces cages. Ils sont... T'as pas une forme de souris ou une connerie du genre? Non, belette, renard, corbeau, chaton, roux. Bah attends, un chaton ou un corbeau, ça passe à travers les barreaux, non? Ah, corbeau, non, quand même pas. Avec les ailes Bah et un tout, chaton. Un chaton, c'est minuscule. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas pensé. Bah moi je lui dis, mais pourquoi tu te transformes pas en chaton alors? C'est vrai. T'y vas, tu profites que la vieille elle dort, tu lui piques la télécommande. Et tu reviens avec. Je vois qu'il a un coup d'œil vers sa mère, vers Dexter. Dexter qui dit ah ouais, c'est une bonne idée ça. Ethan, il faut essayer. Pas le choix. Ouais, mais Ethan se tourne là-haut, mais on fait ça quand? T'as l'air de mieux les connaître que nous, leurs habitudes et tout. Je réfléchis quand il me demande de ce que je connais des habitudes des uns des autres, la journée, enfin, le matin, là par exemple, il y a que Rook qui est réveillé. Alors le matin tôt comme ça, ouais, il y a que Rook. Après, tu sais que dans la journée, ben il y a des fois Uncle qui passe et une autre. Des fois Rook appelée maman. Même si tu te doutes des liens de parenté, mais en même temps, Ouais. on plus consanguin. Cette femme-là, cette vampire-là, Ouais. assez sociopathe. Faut le dire, avec ses épaules. Déjà, Ça se voit pas du tout à sa tête, hein. Mais... Déjà qu'ils sont tous détraqués à leur façon, mais il y a des fois des éclats de rire psychotiques et tout. On va dire que ça pourrait être une Malkavienne. En termes de vampire mascarade, il n'y a pas. Ce que j'allais dire. Bah du coup, je vais répondre. Et d'ailleurs, tu es sûrement pas. Elle a dû déjà te passer là-bas à coup de batte de baseball en ricanant comme une démente. Ah oui, sûrement. Franchement, le plus safe, c'est vraiment tôt le matin quand Rook passe. Après, il y aura les autres. Il y a les autres qui passent et qui se réveillent, mais le matin, c'est le seul. Les autres dorment. Et autant lui, je sais qu'on peut faire quelque chose. Autant les autres, je suis pas sûr. Bon, Ethan se redresse. Je vais essayer au moins d'explorer les lieux. Il passe à des heures régulières d'habitude. Ouais. On est d'accord. Ok. Donc je lui dis, écoute, là, t'as 1 heure devant toi avant qu'il repasse pour récupérer les gamelles de bouffe. Et tu vois que Ethan se relève, retire sa couverture en dessous et d'un coup sa peau hâlée, sa peau bronzée d'Amérindien, commence à se recouvrir de petits poils roux. Cette jolie petite apparence. Avec un œil à moi même, mais non. Oh mon chaton. Imagine le balafre. Mon petit chat. Faudrait que je lui fasse la photo avec la balafre du chat. Et en effet, tu vois qu'il se tortille un petit peu entre les barreaux. Il a sûrement un peu trop mangé de croquettes quand il était chez Lisa, mais il arrive à passer. Oui, mais il est amaigri quand même par le fait que là, il mange pas bien depuis c'est un sûr moment. Que oui, chez Lisa Jenkins, il prenait 2 kilos par semaine, le pauvre animal. Ah bah oui, hein, en même temps. Et du coup, tu vois qu'il file dans les ombres de l'entrepôt. Ouais. Dexter profite de ce moment, pose un petit peu. N'a pas trop. D'ailleurs, juste une question purement humaine. Comment Dakota elle vit le fait d'être avec 2 jeunes hommes, un peu plus vieux qu'elle, garçon. Alors, honnêtement, proximité. Honnêtement, elle s'en fout parce que quand elle était en foyer d'accueil, elle était avec d'autres garçons, d'autres filles. Donc, la proximité des 2 gars, ça la gêne pas. Elle-même, elle est pas spécialement pudique. Donc, franchement, peu importe quoi. Vraiment, c'est comme si c'était des meubles quoi, tu vois, pour elle. C'est pas très sympa pour eux. Mais bon. C'est clair.
Dexter, Voilà, ils sont assez tués pour elle, on va dire. Dexter, c'est ça dans le coin et j'avais pris trop le temps de te présenter. En même temps, on a plus été en train de se tabasser dans l'arène. D'ailleurs, je suis désolé pour hier. Hein. Mais bon, c'était toi ou nous, quoi. Il serre un peu, il se frotte un peu la gorge, je me souviens du combat. J'étais pas moi non plus moi-même. Je sais. J'ai encore du mal à comprendre ce que je suis. T'es un loup-garou, mon gars. Et j'ai bien compris qu'on était tous un peu différents, mais je n'arrive pas à te cerner, t'es quoi au juste. Donc, quand il dit t'es quoi, tu reprends un petit peu parce que c'est. Oui, ben non, mais j'ai compris sa question. Bah, en fait, je m'adosse au barreau en regardant vers le ciel, vers le plafond plutôt. J'en sais rien. Je sais que je me doute que je suis pas humaine. J'ai des capacités particulières. On dit de moi que je suis agressive. C'est pas faux. Alors, je suis particulièrement violente. À la joueuse, parce que c'est vrai qu'il y aura des événements qui seront déroulés il y a 2 ans en arrière pour Dakota. Oui, on n'a pas encore fait du coup. On n'a pas encore fait. Et qu'on jouera dans Spirit Coyote. Tout à fait, dans notre campagne. Voilà. Tu sais que donc Dylan McGuffin t'a retrouvé. On va partir du fait qu'il t'aura dit qu'il aura sûrement retrouvé la trace des 2 parents d'origine. Ouais. Il connaît, mais qu'il peut pas t'en dire plus. Tu auras sûrement compris que s'il y a une de ses enquêtes, il est agent fédéral. Oui. Et bon, t'as pas eu trop... Peut-être... Quel était ton ressenti quand il t'a dit ça? Est-ce que t'as voulu en savoir plus sur tes parents ou pas? Alors, une partie de moi a voulu en savoir plus pour comprendre, en fait, qui je suis. Parce que j'avais bien compris déjà à l'époque que j'étais pas totalement humaine. Donc une partie de moi, effectivement, voulait comprendre ça. Après, une autre partie se disait que si mes vrais parents, m'avaient abandonné comme une grosse merde à ma naissance, est-ce que ça valait vraiment le coup que je les rencontre? Donc je pense que ce que j'aurais fait, en tout cas, sauf si eux voulaient me rencontrer par la suite, mais quand McGuffin m'a parlé de mes parents et qu'il savait qui c'était, etc., j'aurais demandé leur nom. Oui. Je pense que... Est-ce que je savais si McGuffin il était au courant que j'étais pas humaine ou pas? Comment ça s'est... Visiblement, au début, quand vous êtes rencontrés, il ignorait. Est-ce que ça, plus tard, il a su Je pense qu'il l'aura su, il s'en sera rendu compte. Peut-être qu'à un moment donné, j'aurais fait preuve de en tout cas, au début, ce tourbillon de violence. Peut-être qu'au cours de ce que vous avez pu vivre tous les deux, il a découvert certaines choses. Ça serait bien qu'on fasse un flashback à l'occasion là-dessus. Ouais. Je pense. Ça peut être cool. C'est à noter dans les idées de trucs à faire. Et je pense que du coup, il l'aura découvert par la force des choses. Et que ça l'aura poussé peut-être à enquêter un peu plus sur mes parents, à ma demande. D'accord. Où je lui aurais demandé en fait si mes parents étaient humains ou pas, et il aurait pu apprendre très certainement que non. Et c'est pour ça que j'ai un semblant de réponse, en tout cas, à donner à Dexter. D'ailleurs, juste, tu sais que Dylan McGuffin veille sur toi, plus ou moins, du mieux qu'il peut. Voilà, là, s'il veillait sur moi à l'heure actuelle, je serais pas ici quand même. C'est pour ça que je dis du mieux qu'il peut sans que ça rentre en conflit avec ses prérogatives fédérales. Car son mari, Matthew, travaille dans l'aide à l'enfance. D'ailleurs, grâce à son mari, Matthew, qu'il a pu découvrir ta trace et avoir tes dossiers. Ouais. Oui, mais c'est aussi son mari qui m'a envoyé dans la première famille où j'ai commencé les combats. C'est l'administration. Ne mêle pas. Oui, alors c'est peut-être l'administration, mais pour moi, c'est lui.
Oui, mais pour moi, c'est lui. Même Mais si tu en sais vrai, c'est pas que lui. peut-être McGuffin a envie de t'aider, mais que l'administration en décide autrement. Ouais. En tout cas, tu sais que c'est quelqu'un sur qui, si t'es vraiment un jour dans la merde, bon, c'est le cas clairement, mais si t'as pas le contacter, c'est clairement un allié, on va dire. D'ailleurs, il m'a donné son numéro de portable. Mais enfin, pas de portable, de bureau. Ouais, parce que Et peut-être son numéro perso aussi. de beeper à la limite, mais De beeper. Non, je pense qu'il m'aura donné le numéro de son bureau. Et peut-être même son numéro privé aussi. tout à fait. Et du coup, je vais quand même répondre à la question que m'a posée Dexter, à savoir qu'est-ce que tu es. Je sais pas bien ce que je suis. Par contre, ce que j'ai appris, c'est que mon père est un Bigfoot, enfin un Sasquatch, et ma mère une Wendigo. Donc, qu'est-ce que ça fait de moi? Une aberration, certainement. Je vois que quand tu sors ces deux termes, Sasquatch ou Indigo, Dexter a l'air ahuri, se disant, mais genre, tu vois que visiblement, Naomi du fond de sa cage, qui est la plus jolie, lève un petit peu la tête vers toi. Ouais. Comme si au fond de son esprit animal, elle entendait résonner les mots. Oui, ça lui parle. Bah, de toute façon, c'est des termes amérindiens. Alors que, du coup, tu parles avec Dexter, de ton côté, Ethan, tu vas te glisser un peu dans la peau de Ethan. Oh, sympa. Pour savoir que fait-il alors qu'il est une petite forme de chaton. Il s'aventure dans ce grand hangar. Où il y a forcément des pièces et tout, c'est pas un endroit complètement vide. Oui, bien sûr. Bah, tu sais, c'est un grand hangar, un peu comme des grands hangars, tu sais, d'aviation abandonnés. C'est grand, tu vois. Oui. Alors, les rednecks, ils vivent dans le hangar ou ils ont une maison à côté? Bien, tu sais pas trop, t'as jamais vu trop l'extérieur? Bah déjà, je vais explorer le hangar. Tu te souviens avoir été assommé dans la forêt alors que ta mère se battait contre Dexter? Après le meurtre de Kay Bailey. Et tu es réveillé dans les cages. Ben, je vais commencer par explorer le hangar. Voir les différentes pièces qu'il y a, s'il y a d'autres personnes qui sont comme nous, enchaînées, etc. Dans d'autres pièces, peut-être. En effet, il y a d'autres pièces comme les vôtres. D'ailleurs, d'abord, tu vas aller sur la feuille de Ethan et me faire un petit jet d'approche pour savoir à quel point tu es furtif, sachant qu'il a la spécialité majeure discret. Discret. Eh ben écoute, donc avec avantage, je fais intelligence et ruse. Oh là là. Complication. Complication. Ah, ça commence. Je te dirai quand la complication va arriver. Elle va arriver, mais je te laisse te promener. Vas-y, promène-toi. J'ai peur. Tu t'es calme. T'entends aucun bruit. Tout est calme. Ok. De ton cœur. Il y a d'autres pièces avec d'autres gens qui sont enfermés comme nous ou les cages sont vides? Il y a d'autres pièces avec d'autres cages. Il y a d'autres personnes. Des adultes, des ados, de tout. Peut-être, des adultes. Peut-être qu'en fait vous êtes les seuls ados qu'ils ont réunis. D'ailleurs, t'as pu voir une pièce que malheureusement Dakota connaît bien. Et que peut-être que Dexter... La petite chambre d'amis, avec, on va dire. Un matelas couvert de foutre et une caméra. Ouais. Magnifique. Merci. Mes petits poils roux se hérissent à la vue de tout ça. Et je continue d'explorer en me dandinant un petit peu, tel un petit chaton mignon. Donc, il y a d'autres cages avec d'autres personnes affaiblies. Ouais. Bon, j'imagine que j'arrive à sentir du sang, non. Non, on est d'accord. Tu t'appelles pas Lisa, t'as pas la perception d'aura. J'ai pas le don de Lisa, on est d'accord. Tu sais, une autre pièce d'odeur très forte. En fait. Une odeur de quoi? De cadavre. Où les corps sont empilés après les combats. Ok. Je me rends pas du tout dans cette pièce. Je l'évite. Parce que j'ai un petit odorat trop sensible. De bureaux
qui sont souvent abandonnés. Il y avait à l'époque de bureaux et tout. Tu as des pièces où il y a un peu de bric-à-brac, d'entretien et tout, matériel, mécanique et tout. Il y a combien de sorties? Il y a une grande sortie, tu dirais. Tu penses en fait que en fait, la pièce la plus importante, en fait, ça va être là où il y a l'arène. Oui. Avec où là il y a les gens du coup qui viennent et qui rentrent et qui sortent. Il y a du coup cette grande porte coulissante de hangar à avion. Ouais. À l'extérieur. Et sinon, tu dirais qu'il y a peut-être 2 autres issues mineures. Ok. J'essaie de regarder bien où c'est, comment c'est foutu, etc. Pour essayer de trouver ce qui pourrait être la sortie la plus sécurisée pour nous. Et après, j'essaie de voir s'il y a un passage pour que je sorte moi-même. Oui, tu as des vitres, tu sais, qui sont un peu brisées à certains endroits, comme des trous, tu vois, dans la tôle et tout. Ta petite forme de chat peut passer. Eh ben écoute, je vais passer, du coup. Et j'ai tellement envie de faire en sorte qu'il se barre et qu'il aille chercher des secours. Je pense qu'en vrai, c'est ce qu'il va faire, Ethan. Voilà un peu à quoi ressemble l'extérieur, donc ce grand hangar. Ouais. Avec tout autour garé des camping-cars. Car tu comprends en fait que, bien que les vampires soient maîtres des lieux, il y a tout un tas de rednecks qui tournent autour. Ils appellent visiblement des ghouls. Ouais. Tu comprends que c'est des sortes pas d'esclaves, mais voilà, de serviteurs humains. Aident les vampires dans leurs tâches du quotidien. Je vais... Alors, ce que je vais faire, c'est que en essayant de rester au ras du sol, juste pour passer à travers les herbes hautes. Ouais. L'intérieur que j'ai oublié de te montrer. T'as repéré une pièce assez particulière. Ouais. Une pièce un peu dégagée. Où sur le sol, il y a une énorme trappe en acier. Il a l'air de pouvoir s'ouvrir. Ouais. L'image elle est ouverte, mais là elle est fermée actuellement. D'accord. Il ressemble à être clairement le sas d'entrée d'un bunkers. Peut-être que les rednecks sont là-dedans, les vampires. En tout cas, c'est une option que j'ai. Eh ben écoute, je vais me barrer de ce truc. En tout cas, je vais essayer. C'est-à-dire que en étant sorti du hangar, j'essaye de rester au ras du sol entre les herbes hautes, d'esquiver le plus possible les caravanes, les mobil-hommes, etc. et de passer un petit peu loin de tout ça pour retrouver la ville. Dans le but, en fait, de me rendre chez mon père. Alors que tu passes chez moi. 2 camping-cars pour te faufiler. Je rappelle, tu sais ce que tu as fait. Oui, mais je suis un chat, je me dis que peut-être qu'ils savent pas, en fait, en quoi il peut se changer, Ethan. Ils savent pas forcément tout. Tu entends un rire. Et tu as juste le temps de lever les yeux au ciel pour voir une forme se découper par le soleil. Sur la grognasse d'un camping-car et d'un rire dément sauter devant toi et d'un geste rapide et vif que ton œil de chat a du mal à discerner, tu reçois un coup de batte de baseball. Tu projettes une petite boule de poils rouquine à plus mère de 10. Tu prends 1 point de dégâts physiques. Ah bah oui. D'un grand éclat de rire. Ah, ça sent le petit curieux. Et elle s'approche dans la rangée de camping-car. Tu sais, avec sa batte de baseball, tu sais, en faisant des moulinets. Ouais. Je peux essayer de me barrer ou pas? Je t'autorise un jet, mais avec des avantages. Alors. Te barrer. Ouais. J'essaye de me barrer. En fait, je vais utiliser le lâcher prise. C'est pas parce que c'est plus le meilleur score. Hein. C'est vraiment parce que là, j'y vais à l'instinct
en fait. Je laisse l'instinct du chat prendre le dessus pour arriver vraiment à esquiver rapidement, à fuir. Donc en fait, je me laisse complètement porté par l'instinct du chat. Son jet de dés. C'est moi un jet plus avec son don pour voir en fait si c'est un échec tu pourras relancer parce qu'il a le considère aussi, mais pour voir s'il a sa faiblesse instinct animal ou au contraire c'est instinct animal sa supériorité. Ah oui, le porteur de peau. Alors attends, je le fais. C'était avec intelligence sérieuse au départ. Du chat ou pas en fait. Tu peux influencer sur. Bah attends, je le fais. Bah je le fais en lâchant prise alors du coup. Je l'ai fait avec des avantages. Je sais pas si c'était ou s'il fallait que je le passe en normal. Non, fais-le en normal. Fais-le en normal. C'est vrai que tu t'es transformé avant. Et bah c'est un succès. J'ai sens animal. Donc normalement, hop, si tu cliques dans sens animal, tu devrais voir ça. Alors les sens qui me carrent une affûté sur l'animal d'après l'apparence et gagne à tous les jets d'approche quand on les actions où il utilise ses 5 sens pour percevoir. Donc du coup ça compte cette fois-ci. Oui, ouais. Donc ça annule mon désavantage. Tu peux, ouais. Nice. Donc bah, je vais continuer en lâchant prise pour me barrer. Et c'est un succès. Tu te barres. Du coup, je commence en fait à cavaler, tu vois, je vais à droite, à gauche, hop, je lui passe entre les jambes alors qu'elle me voit... Peut-être à un moment donné sous un camping-car. Alors qu'elle... Je passe entre ses jambes et ensuite sous un camping-car. Et elle a pas le temps de me voir... hurler à la fois, elle hurle mais aussi tout en rigolant. Un rire de sociopathe. Tu l'entends donner des coups de batte de baseball dans les camping-cars et tout. Chaton, viens ici, petit minou. Le petit minou, il se barre, il s'éloigne le plus vite possible en direction de ce qu'il pense plus ou moins être la ville, une ville, il sait pas. Il sait pas est-ce qu'il va atterrir à Blackwater, est-ce qu'il va atterrir à Humber Lake, est-ce qu'il va atterrir dans un autre endroit parce qu'il sait pas du tout où il est. Mais en tout cas, il court. Il court comme la maladie d'amour. Et ton instinct lui-même te guide. Alors tu restes éternel. Et à ce moment-là, la seule pensée que tu as, la seule image de réconfort humain que tu as, c'est Lisa. Et une jeune fille. Et inconsciemment, en fait, alors que tu aurais pu fuir bien ailleurs, peut-être retrouver ton père ou ton cousin Shayton. Ah merde, il entend lui. Ton père, du coup. Je crois que tu vas vers la seule que tu connais. La seule que tu aimes. Ton cœur. Oui. Lisa Jenkins. Tout à fait. Et justement, ça sera notre petite scène de plus. Lisa, tu es tranquillement chez toi. Je suis là. Préparé pour aller à un cours. Ouais. Quand tu entends un bruit, il faisait bien longtemps que tu l'avais pas entendu. La chatière. La chatière qui fait un petit clap-clap. Je sursaute. J'étais dans le hall en fait en train de mettre mes bottines et je sursaute dans la chatière. Je reconnais qui a l'air d'être un peu en piteux état. Il a pris quelques coups quand même au passage. Je m'agenouille en fait alors qu'il court vers moi. Je l'attrape dans mes bras et je dis, je l'appelle pas Archie parce que je sais que c'est Ethan. Je fais Ethan, mais où est-ce que tu étais passé? Je m'inquiétais pour toi. Je le tiens un peu je le tiens dans les mains un peu à bout de bras là pour le regarder, le monter à hauteur de mon visage. Tu vois qui miaule pour te faire comprendre. Lâche-moi. Je le pose au sol et j'attrape une veste, un gilet qui était sur le porte-manteau dans le hall quoi. Et j'attends en fait qu'il se retransforme pour lui donner pour qu'il se couvre. Et en effet, il se retransforme et tu reconnais le corps d'Ethan, mais tu remarques son état affreux. Il est, tu vois un peu les côtes, comme s'il a été malmené. Ouais. Des coups, des échymoses, des griffures, des blessures, des cicatrices énormes. Et surtout, ce qui te choque le plus, c'est un petit duvet de barbe qui a poussé. La petite moustache, mais surtout, d'énormes cicatrices qui barrent son œil crevé. Contemple. Et il se fond dans tes bras. La suite, la prochaine fois.